Scandale à 10 milliards de dollars, c'est le document réalisé par la chaîne BBC. La journaliste Maïna Jones révèle dans ce reportage que Aliou Sall, frère du président Macky Sall, aurait touché des pots de vin via l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers. Aliou Sall, en conférence de presse, a démonté pièce par pièce ces allégations de la chaîne BBC avant d'informer que ses avocats feront le nécessaire. Aliou Sall est l'invité de Dakaractu. Bonsoir, M. Sall. Bonsoir, Ardo. Alors, quelle a été votre première réaction en regardant cette vidéo de la chaîne BBC? Mais déjà, la contradiction flagrante, en tout cas, c'est totalement illogique de parler d'un deal de 10 milliards de dollars et de pots de vin de 146 millions CFA, 250 000 dollars. C'est quand même sur 10 000 milliards de dollars, si on ne reçoit que 250 000 dollars, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Plus sérieusement, je voudrais dire ici que je n'ai jamais reçu de paiement de 250 000 dollars de la part de Timis Corporation, puisque c'est ce que semble dire la journaliste de l'émission Panorama. Jamais je n'ai reçu un paiement de Timis Corporation de 250 000 dollars liés à des activités pétrolières, à des activités de Frank Timis ou de Timis Corporation. Jamais. Ni directement, ni à travers cette société Agritrans dont on parle. Alors, dans ce reportage, des documents ont été brandis comme preuve à l'appui. Vous avez fait une conférence de presse. Est-ce que seulement une conférence de presse suffit pour dire aux Sénégalais que vous n'avez rien à vous reprocher? Non, d'abord, c'est facile, je crois, au cours d'une émission de télévision, de juste brandir des documents qu'on ne peut pas lire. La journaliste dit qu'ils ont à leur disposition un email de Frank Timis adressé à son trust demandant un paiement de 250 000 dollars et qu'eux, ils supposent que ces 250 000 dollars n'étaient pas destinés aux taxes dont on parlait, mais plutôt à un paiement à Aliou Sall à travers Agritrans. Ça l'engage. Je n'ai jamais eu à discuter d'un paiement de 250 000 dollars avec Frank Timis. J'en ai jamais bénéficié. Je ne suis pas au courant de ce mail. Et s'il se trouve être un mail entre Frank Timis et ses trustees, ça ne me regarde pas. Je n'ai jamais demandé un tel paiement et je ne l'ai jamais reçu. Quand on accuse quelqu'un, il faut brandir ses preuves. Et j'attends que BBC, qui quand même est un média extrêmement sérieux, je parle devant le monde entier, puisse me démontrer que j'ai reçu un paiement de Timis Corporation de 250 000 dollars à travers cette société Agritrans. Vous vous sentez aujourd'hui diffamé par cette chaîne de télévision? Je me sens diffamé, mais en même temps déçu de BBC. On pouvait penser que BBC soit un média extrêmement sérieux, même si on comprend qu'en réalité, contrairement à ce que l'on peut penser de façon tout à fait basique, il ne s'agit pas de la voix de la Grande-Bretagne. Au contraire, c'est un média certes de l'État britannique, mais l'émission en question, Panorama, est une production indépendante, donc privée, et je suppose que toutes les garanties n'ont pas été prises par les producteurs de cette émission, même si, ayant été interrogés par certains journalistes de cette émission, nous avons produit toutes les réponses adéquates à leurs questions et malheureusement, très peu de ces réponses ont été très brièvement d'ailleurs évoquées lors de cette émission. Alors, quelle est aujourd'hui votre vérité dans ces contrats pétroliers et gaziers? La première vérité qui est matérialisée par des faits et par des documents est que Frank Timis, la présence de Frank Timis au Sénégal date d'avant 2012. Si mes souvenirs sont bons, sa première activité date de 2010 quand il a bénéficié de 2 licences à travers sa société African Petroleum. 2010, Macky Sall n'était pas président de la République. Il était au Sénégal, mais il était dans l'opposition. En 2012, en 2011, en décembre 2011, la société Petrotim, drivée par Eddie Wong, a bénéficié d'un contrat. Frank Timis était
j'étais présent dans cette société, mais à un niveau très symbolique. Et donc, Petrotim a bénéficié d'un contrat signé par Karim Wade, alors ministre de l'Énergie, et Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal. Un tel contrat, selon le code de l'époque, le code pétrolier de l'époque, devait être approuvé par un décret. Et il se trouve que le président Abdoulaye Wade lui-même a signé ce décret d'approbation au mois de janvier 2012, donc avant l'élection présidentielle, au mois de janvier, au mois de février 2012. Après, au mois de mars, il y a eu changement politique. Le décret n'a jamais pu faire le circuit normal et il était question de le confirmer ou de l'infirmer. Dans le cadre de la continuité de l'État, le gouvernement qui a suivi, le gouvernement de Macky Sall, a confirmé cette décision qui avait été prise par le président Abdoulaye Wade, comme de dizaines d'autres décrets qui étaient dans le circuit et qui n'avaient pas abouti. On semble présenter l'affaire comme si c'était un cas vraiment particulier qu'on a essayé de récupérer pour jouer à je ne sais quelle manipulation. Mais la vérité, c'est que quand on accède au pouvoir, on hérite d'un ensemble de dossiers et ce dossier a été traité de la même façon. En ce qui me concerne, j'ai été approché au mois d'avril et j'ai pu signer un contrat de consultance avec la promesse qu'une fois que la procédure était totalement terminée, je devenais chef du bureau de représentation. Donc c'est ça qui a été fait. Quand j'ai négocié le contrat et quand j'ai signé le contrat, le président Macky Sall n'a jamais été mis au courant. Parce que ce n'est pas son problème, c'est une affaire privée, personnelle, qui n'a rien à voir avec le gouvernement du Sénégal. Et comme je vous l'ai dit, toute la procédure était terminée. Donc c'est totalement fallacieux de dire que j'ai eu ce contrat pour demander à ce que la licence soit donnée ou soit confirmée. C'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. Par la suite, il y a eu toutes ces polémiques. Le président Wade a d'abord dit que j'avais bénéficié de 30 milliards de commissions. Ensuite, Ousmane Sonko a dit que j'avais fait perdre au Sénégal 200 milliards et que certainement j'avais bénéficié de ces 200 milliards. Aujourd'hui, on est tombé à 146 millions francs CFA. Ce que me reproche l'émission, c'est d'avoir perçu un salaire de 12 500 000 mensuels et d'avoir reçu une prime de 250 000 $, c'est-à-dire 146 millions francs CFA. C'est tout ce qu'on me reproche. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Je dois dire, même si je l'avais reçu, je n'aurais pas été en contradiction avec les lois sénégalaises. Tout travailleur bénéficiant d'un contrat, on le voit ici assez souvent, peut bénéficier d'une prime en cas de performance de son entreprise. Donc, même si j'avais perçu une prime, je ne vois pas quel est le problème de percevoir une prime de 146 millions pour un business dont on dit qu'il a rapporté à son auteur, je ne peux même pas traduire le chiffre en CFA, mais 10 000 milliards de dollars. Alors, il se trouve que je n'ai jamais reçu ce montant, et donc c'est totalement fallacieux. Je dois aussi dire que dans mes lectures, j'ai pu comprendre qu'en 30 ans d'activité, c'est la durée de l'activité prévue pour ces différentes concessions, BP espère récolter en brut 7,7 milliards de dollars. Alors je ne vois pas comment une société pétrolière qui espère en 30 ans gagner 7,7 milliards de dollars peut payer des royalties de 10 000 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que ce qu'elle espère gagner. C'est tout à fait aberrant, c'est tout à fait décevant de la part d'un média crédité de sérieux comme BBC. Et cela démontre simplement l'acharnement dont je suis l'objet, dont le Sénégal est l'objet, et le manque de professionnalisme dont cette émission a fait montre. Est-ce que vous pensez payer le fait que vous soyez le frère du président Macky Sall? Mais c'est évident. La preuve, il n'y a pas que ces deux concessions au Sénégal. Il y a les concessions de Saint-Louis. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a les concessions d'African Petroleum, dont originairement Franck Timis était détenteur. Ces concessions, il était détenteur de ces concessions. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ces concessions ont été dénoncées par l'État du Sénégal. Alors, pourquoi, si l'État est en faveur de Franck Timis, on aurait dénoncé ces concessions-là? Ce que l'on ne dit pas, c'est que, à mon image, d'autres Sénégalais
représentent des firmes étrangères détentrices de concessions. C'est pas à moi de parler de leur salaire, mais je suis sûr qu'ils étaient aussi bien payés que moi ou mieux payés que moi. Pourquoi on ne parle pas de ces gens? Parce qu'ils ne s'appellent pas Sall. C'est la simple explication. On parle de ce deal entre Timis Corporation et BP. Mais avant Timis Corporation et BP, il y a eu d'autres deals. Je ne veux pas nommer d'entreprise, dans le cadre du pétrole, dans le cadre du gaz. Mais pourquoi on ne parle pas de tout ça? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Aliou Sall qui travaille dans ces structures-là. Donc pour moi, c'est totalement simple, c'est politique. Et la preuve, l'émission a donné la parole exclusivement, je ne dis même pas à l'opposition, mais à l'opposition radicale. À qui ils ont donné la parole? À Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre, qui pousse l'outrecuidance jusqu'à pouvoir dire qu'il a signé un décret qu'il ne maîtrisait pas. Je lui laisse l'entière responsabilité ou l'entière irresponsabilité de ce forfait. Et à qui ils ont encore donné la parole? À Mamadou Diallo, qui, il y a quelques semaines, avait dit à l'opinion publique que la seule chance de survie de l'opposition, c'était de continuer à agiter la question du gaz. Il l'a dit de vive voix, vous pouvez en voir les enregistrements. Donc ça ne me surprend pas que quelqu'un qui veut nuire au Sénégal et me nuire puisse passer par ces deux radicaux-là et faire le forfait qu'ils ont commis à travers cette émission. Également, dans cette vidéo, on vous reproche le fait de ne pas avoir d'expérience en matière énergétique. C'est ça que je disais tantôt durant la conférence de presse. Avant de faire des conclusions, il faut juste enquêter. Quel est le profil de tous ces représentants de sociétés étrangères disposant de concessions au Sénégal? Il faut voir leur profil et voir est-ce que si c'est des gens qui ont une expérience dans le pétrole ou pas. Il y a une des compagnies, Tullow, qui semble avoir été à l'origine de toutes ces polémiques-là, puisqu'elle était concurrente de Timis Corporation sur le bloc de Saint-Louis Offshore Profond. Tullow est représenté par des gens que je connais qui n'ont jamais, mais jamais, eu de relation avec le pétrole. Pourtant, on ne pose pas ce problème. Je ne crois pas que Phare, qui a découvert le pétrole au large de Sangomar, ait été représenté par des gens qui avaient de l'expérience dans le pétrole, parce que ce n'est pas cette compétence qu'on demande à un représentant local. Un représentant local, ce qu'on lui demande, c'est une très bonne connaissance du pays, une très bonne connaissance des acteurs, publics comme privés, et la capacité managériale à pouvoir interagir avec les administrations et les entreprises. Et je crois que mon profil me préparait suffisamment bien à prendre ces responsabilités-là, que j'ai assumées avec toute l'énergie que j'avais et toutes les compétences que j'avais au grand bénéfice de mon entreprise à l'époque. D'accord. Alors, par devoir vis-à-vis des Sénégalais, est-ce que vous seriez disposé à répondre devant toutes les juridictions pour quand même tirer cette affaire au clair? Non, répondre aux juridictions, ça suppose qu'on va porter plainte contre moi. Mais c'est moi qui vais porter plainte contre la BBC. Donc, celui qui va porter plainte ne peut pas rechigner à répondre aux juridictions. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, quel que soit l'organe, sauf si c'est des gens, bien sûr, mal intentionnés, comme des gens qui ont parlé dans cette émission. Je n'ai rien à leur dire parce que je connais leurs intentions. On a également écouté tout à l'heure Ousmane Sonko qui disait que cette affaire sera tirée même devant les juridictions américaines pour quand même que vous soyez devant les Sénégalais pour rétablir la vérité. Je crois qu'il a une obsession avec les juridictions américaines. Il le répète depuis longtemps, cette menace-là. Bon, mais il n'a qu'à y aller. Je ne vois pas ce que l'Amérique vient voir dans cela, mais si ça le tente de le faire, il n'a qu'à le faire. Mais vous allez porter plainte? Oui. D'accord. Alors, en conférence également, tout à l'heure, dans un hôtel de la place, face à la presse, vous avez démonté pièce par pièce toutes ces allégations de la chaîne BBC. On parlait même de ces contrats, de ces deals entre autres, et que même Franck Timis, qui est très actif également en Afrique de l'Ouest, ne devrait même pas bénéficier de ces contrats pétroliers au Sénégal. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus en relation d'affaires avec Franck Timis. Je n'ai plus aucun contact professionnel avec Franck Timis. Ça aussi, ça doit être extrêmement clair.
J'ai arrêté de travailler avec Frank Timis et avec Timis Corporation quand j'ai démissionné. Donc, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de défendre Frank Timis ou de défendre Timis Corporation et d'expliquer ses politiques en Afrique de l'Ouest. Mais je dois quand même assumer le fait que j'ai collaboré avec cette entreprise et que pendant que je collaborais avec cette entreprise, de belles choses ont été faites en Afrique de l'Ouest. Je rappelle que l'une des plus grandes mines de fer d'Afrique de l'Ouest, la mine de Tonkolili en Sierra Leone, a été développée par African Minerals, qui était une des filiales de Frank Timis, de même que le manganèse du Burkina, malheureusement repris à Frank Timis après des procès contre l'État burkinabé, ont été développés par sa société. Il a compté beaucoup d'activités dans cette région qui ont créé des centaines, voire des milliers d'emplois. Donc moi, c'est ça que je peux lui reconnaître. Maintenant, je n'assume pas tout concernant Frank Timis ou Timis Corporation, parce que moi, je ne suis pas actionnaire de sa société. Je ne suis pas membre de conseil d'administration. J'ai été un travailleur, un représentant local, un directeur local. À un certain moment, je ne l'étais plus. Et puis pour moi, cette histoire est derrière nous. Quelle est aujourd'hui la part de votre société dans cette affaire? On a beaucoup parlé également de redevances, de Agritrans dans cette vidéo de la BBC. Cette société n'a rien à voir avec l'activité pétrolière. Comme son nom l'indique, c'est une société qui a été créée pour être active dans les domaines de l'agriculture et de la logistique. C'est pourquoi elle s'appelle Agritrans. C'est une société que j'avais créée en 2011, au mois d'octobre 2011. J'étais encore en Chine et je m'apprêtais à revenir au Sénégal et je me disais qu'il était important de développer une activité privée. C'est ainsi que j'ai créé la société Agritrans. Mais puisque j'étais fonctionnaire, je ne pouvais pas être le gérant de cette société. Et donc, j'ai confié la gérance à M. Abdoulaye Timbou, qui lui-même est devenu directeur général de ANPEJ, je crois, courant 2012, et donc ne pouvait plus continuer à assumer cela. Et j'ai repris la gérance, puisque moi aussi, j'avais arrêté d'être fonctionnaire. En tout cas, j'avais pris ma disponibilité de l'époque. Donc, c'est une affaire aussi simple. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés prendre Agritrans. Peut-être que c'est des gens qui cherchent à nuire, qui font des recherches sur Internet et qui essaient de fabriquer des choses. Parce que Agritrans, c'est une société qui est présente sur le site de l'APIX, comme toute société créée au Sénégal. Si je me cachais, je ne crois pas que j'allais créer une société officiellement et active un peu partout au Sénégal à l'époque. Je précise que cette société n'est plus active depuis que j'ai pris la décision de revenir dans le secteur public. D'accord. Aliou Sall, moralement, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Vraiment, je suis quitte avec ma conscience. Maintenant, je suis peiné effectivement par toutes ces attaques. Je m'y attendais d'ailleurs parce que depuis fin avril, ils n'ont pas arrêté de me poser des questions et j'ai répondu à toutes les questions, donc je m'y attendais. Ceci dit, je suis indigné par le fait que des gens soient manipulés très vraisemblablement par des intérêts qu'ils ne maîtrisent même pas. Moi, je pense qu'il y a une bataille entre intérêts privés qui ne dit pas son nom. Je suis totalement étranger à ces intérêts, mais il faut bien un alibi pour les uns et les autres pour s'entre-déchirer. En ce qui me concerne, l'histoire du pétrole et du gaz, c'est derrière moi. Je ne regrette pas du tout d'être entré. Je savais aussi que le fait d'être frère du président de la République me plaçait dans une situation vraiment où je pouvais être attaqué. Je ne suis pas le premier à être proche d'un chef d'État. Régulièrement, les gens sont attaqués, avec parfois des histoires à dormir debout, mais il faut faire face, et j'essaie de faire face. C'est aussi simple que ça. Je ne regretterai jamais d'être revenu dans mon pays. Je n'ai pas eu l'occasion, franchement, d'échanger avec le président de la République, mais j'imagine que ça ne fait pas sourire que d'avoir toutes ces histoires. Je l'imagine bien. Mais en même temps, je pense qu'un chef d'État est confronté tous les jours à ce genre de problématiques et c'en est une entre autres. Maintenant, moi je suis désolé que toutes ces histoires puissent survenir à la veille du dialogue national, alors que les acteurs majeurs de la vie politique sénégalaise ont pris langue et ont décidé de discuter pour les intérêts du pays. Il faut remarquer que les gens
qui s'agitent depuis aujourd'hui et qui se sont exprimés dans cette émission sont spécialement tous ces gens qui pourfendent le dialogue et qui disent qu'ils ne sont pas prêts à dialoguer. Voilà, donc l'entretien c'est fini. Nous recevions Aliou Sall. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement sur Dakaractu. À bientôt.